Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de revenir donc pour de nouvelles critiques vidéos régulières qui seront, je l'espère, de grande qualité. Mais avant d'en venir au but de cette vidéo, puisque nous n'allons pas parler d'un seul mais de deux films, enfin je vais faire un second retour sur un film dont on avait déjà parlé en décembre qui n'est autre que Avatar 2 de James Cameron. Voilà, je voulais revenir un peu dessus avec un avis plus réfléchi, plus mature, voilà, parce que du coup, depuis que j'en ai parlé la dernière fois, le film a fait un titanesque carton box-office, voilà, donc du coup, James Cameron s'est engagé à faire les suites parce que le film a rentabilisé son budget alors que c'est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Puis voilà, donc j'ai eu le temps vraiment de me poser sur ce film, d'avoir mon avis réfléchi, sincère, mûri dans ma tête, et en deuxième partie de vidéo, et le deuxième film sera donc le nouveau M. Night Shyamalan, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Et d'ailleurs, avant de parler de ces deux films, je voulais donc vous remercier donc pour l'incroyable démarrage que vous avez réservé à ma critique de Astérix Obélix l'Empire du Milieu. Voilà, c'est tout simplement le plus gros carton de ma chaîne à l'heure actuelle. Voilà, enfin vous allez dire que 4000 vues, si certains font ça en quelques minutes, ou en 1 heure, ou en 2 heures, oui, voilà, pour moi c'est beaucoup et c'est très motivant. Et en tout cas, voilà, pour reprendre un peu de l'élan et de la visibilité sur YouTube, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc déjà, je vous remercie. Et donc, je fais la transition, puisque pour vous remercier donc de ce succès-là, de ce démarrage, de cette performance, parce que la vidéo n'a même pas une journée hein, quand même. Donc déjà, merci pour ça. Je voulais vous faire gagner non pas un, mais deux cadeaux qui ont un total rapport avec le sujet. Donc du coup, ça me permet de faire la transition vers les premiers cadeaux que je vais vous faire gagner donc de l'histoire de la chaîne, voilà, les premiers cadeaux de l'histoire de la critique de Néo, à savoir cette magnifique, enfin magnifique, à vous d'en juger, bon moi je le trouve fort sympathique, mais voilà, donc je vous fais gagner cette affiche de Avatar 2, voilà, par le roi Cameron. Voilà donc cette magnifique affiche que j'ai obtenue le soir de la projection où je l'avais vue, donc le mercredi 14 hein, de sa sortie, voilà, donc il y avait des animateurs qui étaient venus un peu chauffer la salle avant qu'on découvre cet incroyable, ce magnifique blockbuster, mais on y reviendra parce que j'ai quand même quelques petits défauts à lui attribuer. Donc voilà, donc pour gagner cette affiche, voilà, donc j'espère qu'elle vous intéresse, que vous la voudrez, voilà, ça c'est à vous de voir, hein, participer si vous voulez. Donc abonnez-vous, bien entendu, voilà, faisons passer la barre des 500 abonnés à la chaîne, donc likez, abonnez-vous, partagez évidemment. Normalement je ne le demande jamais, mais bon, c'est la première fois que je fais gagner des choses sur YouTube, donc voilà. Et en commentaire vous n'avez qu'à mettre ne jamais douter de James Cameron. Ne jamais douter de James Cameron. Je crois que je vais mettre ça hein, sur la vignette. Hein. C'est pas mal. Ne jamais douter de James Cameron. Bah oui, puisque tout le monde prédisait un flop pour Avatar 2. Certains disaient, mais non, mais Avatar 2, ça fait trop longtemps que le film est attendu. Tout le monde s'en fout. Oui, bien sûr, ouais. 2 milliards, un peu plus de 2 milliards et 100 millions box-office. On parie contre James Cameron? Non, jamais. Et donc, ce n'est pas le seul, puisque je vous fais également gagner le Blu-ray du premier Avatar que j'avais revu au cinéma en septembre dernier, que j'avais tout autant adoré, voilà, remasterisé en 4K. Et d'ailleurs, on avait même eu un extrait bonus de la voix de l'eau après la diffusion de ce film. Donc, je vous fais gagner le Blu-ray, qui est en très bon état, que j'ai jamais vraiment regardé, parce que j'ai jamais eu de lecteur Blu-ray 4K, mais bon, je l'avais acheté, puis je me suis dit que j'aurais l'opportunité, puis finalement, je vais décider de vous le faire gagner. Donc l'affiche du 2 et le Blu-ray du premier. Donc pareil, on s'abonne, on like, commentaire, ne jamais défier James Cameron ou douter, enfin bref. Voilà, donc les deux cadeaux à gagner. Et donc pour revenir sur Avatar 2, bah écoutez, donc du coup j'ai vu le film en tout deux fois. Une fois en 3D, donc condition optimale, un grand écran, bon son, HDFR. Et la deuxième fois je l'ai vu en 2D, puisque voilà, en fait je voulais avoir les deux visions, voilà, avec les lunettes et sans les lunettes. Bon, par contre les deux fois c'était en VO HDFR, mais bon, ça peu importe. Et je dois reconnaître que c'est un très bon film. Voilà, techniquement parlant, James Cameron il a mis la barre mais très très haut. Voilà. Voilà, visuellement au niveau de la photographie, de la 3D, c'est à nouveau une immersion totale. Voilà. Cependant, je trouve que l'exposition, en fait, voilà, le temps qu'on met en fait à découvrir ce nouveau peuple de l'eau et même le nouvel environnement qu'on nous présente dans ce deuxième opus
à savoir tout simplement l'océan, les océans de Pandora. Je trouve que c'est un peu trop, parce que d'abord on a une remise en contexte, voilà, on retourne d'abord sur Pandora, on fait connaissance avec la famille de Jake et Neytiri qui ont fondé une famille, ils ont eu 5-6 gosses je crois, et d'ailleurs il y a cette notion voilà, d'être chef d'un clan et d'être père de famille, et ça Cameron le traite très bien. Tout ça c'est très intéressant, voilà, traiter de la famille de Jake, de leur sécurité, de les former au combat, voilà, que ces enfants ils soient parfois un peu indisciplinés, qu'ils font un peu des conneries, ça il le fait très bien mais je trouve qu'il les tire trop. Ensuite donc il y a ça, qui aurait pu être bien, mais qui est trop étiré. Ensuite, pareil, le retour des méchants, puisqu'en fait, du coup, en fait, Cameron, il s'est très mal justifié, voilà, en fait, le personnage du colonel Mills Quaritch, en fait, qui est décédé, mais en fait, avant la bataille, du coup, de la fin du premier film, il avait pris soin d'enregistrer sa mémoire au cas où du coup, il décéderait sur le champ de bataille, pour que, du coup, ce soit remodelé dans un avatar et que, du coup, il puisse quand même se venger de Jake Sully. Donc là, bon, Cameron, en fait, il fait un truc intéressant, c'est que grâce à la technologie, il ressuscite, en fait, donc les personnages du premier film. Bon, j'en ai discuté avec certaines personnes, tout le monde n'est pas franchement d'accord avec cette vision de résurrection. Parce qu'en fait, du coup, l'avatar de Quaritch, en fait, quand il a une discussion avec Spider, donc qui est son pseudo-fils, même si techniquement ils n'ont pas vraiment de lien de parenté, vu que l'avatar de Quaritch, il n'a que sa mémoire et que ce n'est pas son corps naturel. Voilà, techniquement il y a un truc, Cameron il tente de travailler par rapport à ça, le rapport à la technologie, à la mémoire remodelée, à une volonté de vengeance, hein, voilà. Il travaille un peu là-dessus, c'est quand même intéressant, c'est très original, mais voilà, et puis Cameron a quand même dit que Quaritch sera le méchant principal de toute la saga, donc ce qui veut dire qu'à chaque fois il va devoir trouver un prétexte supplémentaire pour le faire venir dans les 4 autres films, en gros, voilà. Mais en fait je trouve ça à la fois intéressant, mais voilà, le temps qu'il met pour les faire retourner sur Pandora, les faire de nouveau retrouver Jake et Neytiri, qu'il y ait une première confrontation, première partie de film, voilà. Tout ça se met en place pendant au moins une demi-heure, 45 minutes, puisque voilà, il y a tout le passage où il y a toute la bande à Quaritch, donc du coup, qui est dans l'espace, donc qui revient sur Pandora, du coup, qui recherche Jake Neytiri, il y a une confrontation avec les gosses, il y a une première pseudo-bataille dans la première partie, et c'est qu'après que Jake prend la décision de quitter le pub pour enfin aller vers les océans. Et tout ça prend beaucoup de temps. En fait, voilà, pour moi, la première partie, ça aurait pu être réduit. Voilà, pour moi, Cameron, il aurait pu couper deux trois trucs, prendre moins de temps sur ça, parce que voilà, très clairement, ça fait des années qu'on sait que ce second volet était quand même annoncé, et ça fait quand même beaucoup de temps qu'on sait que c'est censé se passer sur l'eau, sous l'eau, enfin sur et sous l'eau, parce que du coup, ça se passe à la surface et dessous. Et là, du coup, en fait, comment le mec il commence le film par 45 minutes de réintroduction des antagonistes, des protagonistes et de la planète qu'on a connue quand même il y a un peu plus de 13 ans. Donc j'ai envie de lui dire, bon allez, James. Et ça, je l'ai vraiment je l'ai vraiment ressenti lors de mon deuxième visionnage. C'est voilà quoi, la première partie, il y a des trucs qui les tirent vraiment trop quoi, le comportement, l'indiscipline des gosses, le nouveau rôle de Jake, les années qu'on passé, enfin il y a quand même 10 ans qu'on passé, et je trouve voilà, maintenant moi j'avais vraiment envie de connaître ce nouvel environnement très très vite, et je trouve qu'on met vraiment trop de temps à aller en fait sous l'eau, sur l'eau, enfin à découvrir le nouvel environnement océanique de Pandora, et à faire connaissance avec le nouveau peuple, et voilà. Et quand on arrive enfin là, bah pareil, je trouve qu'il y a trop de longueur. Voilà, il y a toute cette relation sur laquelle Cameron travaille avec l'un des fils de Jake et cette espèce de grosse bande qui va jouer un rôle très important dans le climax final. Donc certes, ça il l'utilise et il développe bien tout ça avant le grand feu d'artifice, avant le grand climax, tout le monde s'affronte, tout le monde se fout sur la gueule, mais je trouve qu'il y a trop de longueur. Moi, à un moment donné, je décroche et je pique des yeux, et voilà. Oui, j'ai réussi à m'endormir pendant Avatar 2, je suis pas très normal, excusez-moi, mais voilà. Il y a trop de longueur dans ce film-là. Pendant la première partie, en milieu de seconde partie, parce qu'à un moment donné, voilà, James Cameron, il prend trop de temps sur des choses qui sont pas forcément essentielles. Voilà, il nous met, on est à côté des mômes du peuple qu'on rencontre dans ce nouveau film, donc les Meika Taika, je sais pas trop quoi, et donc du coup les enfants de Jake et Neytiri, voilà, parce que évidemment les Na'vi et le nouveau peuple donc, doivent apprendre à vivre en harmonie, donc évidemment les gosses sont confrontés, sauf qu'au départ ils s'entendent pas très bien, et donc je trouve que Cameron s'attarde un petit peu trop là-dessus.
Oui, il faut le développer, mais pas étirer ça non plus sur 40-45 minutes, voilà, parce que même il fait de longs plans sur le fils qui est dans l'eau, même sur Kiri, donc joué par Sigourney Weaver. Enfin, effectivement, là-dessus, on comprend, il veut faire des démonstrations techniques en mode, voyez comment c'est beau, comment j'ai mis des années à développer cette technique pour que l'eau soit absolument fluide. C'est vrai, tous les plans dans l'eau sont absolument divins, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, la technique, mais on verra jamais de meilleurs effets spéciaux que chez James Cameron en 2022-2023. Ça, c'est certain. Voilà, tous les passages sous l'eau me mettent à les yeux ébahis. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? C'est absolument magnifique. Voilà, t'as tout ce passage où il y a Kiri qui semble d'ailleurs avoir un lien spécial avec l'eau, d'où son titre, La Voix de l'eau. Et James Cameron s'attarde beaucoup sur ça. Voilà, il fait de l'expression, il nous montre que voilà quoi, en mode, c'est magnifique, hein, c'est beau l'eau, hein, je connais l'eau, c'est mon élément. Ça, il nous le fait bien comprendre. Sauf que bon, c'est pas comme si on avait déjà deux trois 8 dans sa filmographie, genre Titanic, Abyss, Echo, qui nous faisait comprendre qu'il aimait l'eau. Ça, on l'a compris. On a compris que l'eau était un truc qu'il maîtrisait. Et je dis Echo en parlant des documentaires qu'il a déjà fait. Évidemment, parce que James Cameron est un féru de l'eau, et dans Avatar 2, on le comprend bien. Mais parfois, c'est un peu long et t'as envie de dire, ouais, bon, on a compris, James, c'est beau, c'est vraiment magnifique, c'est sublime. Là, j'ai rien à te dire là-dessus. Oui, niveau technique, t'as empalé en quelques secondes une décennie de blockbusters Marvel, DC et autres trucs pas vraiment inspirés artistiquement. Bon, là c'est sûr. Mais à un moment donné, ton histoire, faut qu'elle avance un petit peu. Voilà, mais vraiment, des fois, il y a au moins 15-20 minutes où j'étais comme ça sur mon siège en mode c'est très beau. La suite, s'il te plaît, la suite. Vraiment, à un moment donné, t'exposes. Voilà, t'as Kiri d'un côté, t'as le fils de l'autre, ils nagent, ils sont en harmonie avec la nature, avec l'océan. C'est magnifique tout ça. Mais bon, à un moment donné, tu vois, ton histoire, faut qu'elle prenne un peu d'ampleur, faut qu'il y ait un peu de dynamisme. Parce que bon, tu filmes ça pendant 5-10 minutes. Tu filmes ça pendant 3 minutes, mais pas pendant 15-20 minutes. À un moment donné, faut vraiment allez, il faut faire bouger ton récit, il faut qu'il y ait un truc qui se démène d'un truc à un autre, parce qu'à un moment donné, il s'attardait tellement sur tout ça, sur tout cet environnement aquatique et sur le travail symbiotique donc des enfants ou de la famille Sully avec l'eau et avec tous ces éléments, que du coup il en oubliait les antagonistes, voilà, Quaritch, etc., qui débarquent du coup au bout de 1h30 ou 2h30 pour du coup entamer le climax. Et donc du coup tu disais, et les méchants qui sont en sous-intrigue, t'en fais quoi du coup de tout ça, enfin la quête personnelle la quête personnelle de Quaritch pour la vengeance de Sully, enfin voilà, t'as l'impression qu'il s'attarde trop sur quelque chose et puis il en oublie absolument tout le reste. Donc pour moi vraiment à ce niveau-là, au milieu et en première partie, il y a des longueurs. Après, quand, quand t'arrives enfin à un climax, c'est démentiel. Voilà. Le climax, c'est assez simple, t'as l'impression qu'il a fait un condensé de Titanic et Terminator, voilà, avec ses grosses machines, l'eau, etc. Puis le climax qui reconstitue carrément Titanic, voilà, avec cette espèce de beaucoup plus petit paquebot qui est en train de, qui est en pleine dérivation, enfin voilà, qui est en plein naufrage, c'est absolument dément, voilà, tu revois, hein, tu vois un peu tout le monde essayer d'éviter de se noyer, et là, effectivement, t'as Cameron qui te fait un hommage, qui te refait un hommage, un pur hommage à Titanic, que il va bientôt dépasser d'ailleurs au box-office, qui est très marrant. C'est à chaque fois que Cameron en fait il bat ses propres records niveau budget, niveau box-office, enfin bref, il règne. Donc voilà, pour moi Avatar 2 en fait c'est un film qui raconte une belle histoire, quoique au niveau du scénario c'est quand même un peu simplet, mais on comprend qu'il a quand même développé la culture, le langage, l'eau, les éléments. Voilà, niveau environnement il a quand même développé vraiment un pan de son univers, quoi. Tu comprends vraiment qu'avec Avatar il a vraiment créé une science, une culture, une langue. Enfin, il a vraiment fait quelque chose d'assez incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Comment il travaille sur la symbiose des éléments, sur le langue, etc. Mais voilà, quoi, au niveau des longueurs, il s'attarde trop sur certaines choses, alors qu'il aurait vraiment pu faire des coupes. Je pense que si ce second film avait été aussi long que le premier film, ça aurait été parfait. Mais là, 3h10, pour tout ce qu'il a vraiment raconté, je pense que ça aurait pu être raccourci, quoi. Après, peut-être vous allez me dire, ouais, mais si du coup il avait coupé sur certaines choses, peut-être qu'il n'aura pas eu le temps de développer ces choses-là. Ouais, mais dans ce cas, bon, faut trouver un juste équilibre entre trop s'attarder, trop exposer et, euh,
et faire durer trop longtemps certaines choses quoi. Tu peux développer, mais tu peux pas non plus étirer sur des dizaines de minutes non plus quoi, parce qu'à un moment donné, ça saoule un peu. Donc voilà, Avatar 2, je trouve que vraiment que c'est un bon film, mais sur certains points, il y a des points vraiment où je trouve que c'est intéressant, où je trouve que James Cameron a vraiment bien bossé quoi. Enfin, je veux dire, la résurrection de certains personnages, son rapport à la technologie, le personnage de Sigourney Weaver apparemment est très intéressant. Encore une fois, ça c'est totalement justifié, il n'y a pas de problème, ce sont de très belles scènes. Bien foutu, enfin voilà, le retour de Weaver, moi j'aime beaucoup ce qu'il en a fait. Voilà, il a essayé vraiment de développer une mythologie, une technologie à part de ça. Enfin, voilà, Cameron en fait avec ses films, non seulement il récrée le cinéma, mais il récrée aussi la science, quoi. Il ajoute même des sciences à ses films, et ça c'est hyper intéressant. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, Avatar 2, il y a quand même quelques points où je suis assez mitigé, où je trouve quand même qu'il des fois il y a un niveau, notamment des longueurs. Mais voilà, tout ce qui est technique, climax, développement de personnages, le rapport père-fils, etc. Pour moi, il y a quand même des choses intéressantes, vraiment bien traitées là-dedans. Donc voilà, pour moi, voilà ce que je pense vraiment d'Avatar 2. Et maintenant, on passe au nouveau Shyamalan. Et je vais du coup faire plus court. Knock Off Hat Cabin par le réalisateur de Simpsons, Split, Incassable, Phénomène, The Village, Signe, j'en passe et des meilleurs. Alors, Shyamalan, c'est que j'aime bien ce mec, il fait vraiment un bon boulot sur le suspense, sur les personnages, sur la colorimétrie. Voilà, Shyamalan quand même, dans le paysage du cinéma de genre hollywoodien, il a quand même sa patte. Il a quand même son édifice depuis plus de 20 ans maintenant, voilà, depuis Sixième Sens, avec tous les twists qu'il nous a réservés. J'avais parlé de son dernier film, Horde, que j'avais trouvé très mauvais. Et donc, avec celui-là, vraiment, il rattrape le coup, quoi. Vraiment, c'est un huis clos qui est très bien mené, où tout le monde joue très bien, avec une intrigue originale. Voilà, faut vraiment noter ça. J'ai vraiment, en fait, été accroché de bout en bout. Voilà, ça commence avec cette jeune héroïne, Wen, qui est abordée par Léonard, qui joue par Dave Bautista, qui joue vraiment très bien d'ailleurs. Son jeu est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement chez Marvel, mais il avait déjà prouvé dans des films comme Blade Runner 2049, quand il apparaît au début, qu'il savait jouer autre chose que ça. Et c'est vraiment encourageant de voir un mec comme Bautista dans un Shyamalan, parce que vraiment, il peut du coup jouer quelque chose de totalement nouveau. Et ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, son rôle est qu'on peut penser d'illuminer, voilà, qui vient avec trois autres personnes, prendre en otage un couple d'homosexuels pour leur dire, voilà, maintenant il faut sacrifier l'un ou trois, sinon l'humanité est en voie de perdition. Voilà. Tu vois, on a quand même un pitch de départ qui est vraiment bien, qui est vraiment prenant. Et Shyamalan, il arrive très bien à étirer tout ça. Voilà. Il sent que son récit soit prévisible. À aucun moment, tu te doutes, bon, bah voilà, le film va se terminer comme ça. Voilà. À aucun moment, on ne sait, à aucun moment, avant la fin du film, on arrive à savoir si ces quatre personnes, voilà, qui se disent avoir été choisies donc pour prévenir qu'il faut sauver l'humanité à tout prix et que c'est ce couple d'homosexuels qui peut en décider, ben moi je trouve que c'est vraiment un scénario très bien mené quoi. J'ai trouvé que voilà, le couple d'homos ils avaient vraiment une force et que voilà quoi. D'ailleurs chez Man, ça prend pas qu'il traite d'homosexualité, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, il arrive d'ailleurs à engager une petite sous-intrigue avec des flashbacks et ça s'incruste très bien dans le récit principal. Pareil, le mystère, il arrive très bien à l'entretenir, à le préserver jusqu'à la fin et la fin est vraiment surprenante. À aucun moment tu te dis, ouais, bon, ok, j'ai deviné, c'est vrai, c'est faux. Non, toujours le mystère est entretenu, toujours le mystère est assez ambigu. Et ça, vraiment, j'aime bien, quoi. Vraiment, je trouve que le début, voilà, il expose un petit peu avec la caméra qui est un peu en verticale, avec Léonard et Wayne qui se parlent comme ça, mais tu sens qu'il y a un truc un peu étrange qui s'installe, une sorte d'ambiguïté. Voilà, tu sais pas si le mec les insère envers la petite ou si il a envie de la manipuler pour qu'après, à la suite des événements, ce soit plus facile pour lui. Voilà, est-ce qu'il a envie d'endoctriner avec lui? Voilà, il y a plein de choses que tu ne sais pas et je trouve que voilà, il y a quelque chose vraiment dès la scène d'introduction qui s'installe et qui s'étend en fait surtout du long. Il y a un mystère, il y a un questionnement qui se fait. Est-ce que c'est vrai quoi? Est-ce que vraiment ça va être la fin de l'humanité si il n'y a pas de sacrifice? Voilà quoi, parce qu'on parle quand même de fléau, de mythologie. Enfin voilà, Shyamalan il instaure plein de trucs intéressants quoi. Il parle de plein de choses. Voilà, on est dans un film apocalyptique, on est dans un film fin du monde, mais avec un point de vue vachement différent quoi. C'est pas Shyamalan qui filme des catastrophes, des tsunamis, enfin si il les filme, mais d'un point de vue vraiment plus extérieur, voilà, parce qu'en fait du coup on est dans une cabane pendant tout le long du film, voilà, au milieu de nulle part, et t'as ces quatre personnes là qui prétendent
pouvoir changer quelque chose sur la finalité du monde. Voilà. Et du coup, il y a une télé et ça sert effectivement à vérifier la légitimité de leurs propos, quoi. Et effectivement, c'est vraiment une façon différente de filmer la fin du monde, quoi. C'est pas, on n'est pas chez Roland Emmerich qui filme des États entiers ou des pays ou des continents entiers s'écrouler, quoi. Non, c'est absolument pas ça. Là, on regarde, on a un regard vraiment extérieur sur l'apocalypse, quoi. Et c'est passionnant. Voilà comment Shyamalan parle de l'apocalypse, de la fin du monde et du sort de l'humanité, mais avec un point de vue beaucoup plus philosophique, avec un suspense vraiment haletant. Ben moi, j'ai trouvé ça vachement bien, quoi. Pareil, on a Rupert Grint qui est normalement qui est en train vraiment de changer de registre, parce qu'on le connaît pour Harry Potter, ce mec qui jouait Ron Weasley, et voilà, on l'a vu dernièrement dans Servant, donc une série de Shyamalan, on l'a vu dans le cabinet des curiosités de Del Toro, et donc on a vraiment l'impression que le film Major, ça lui correspond, et on a vraiment un casting convaincant, quoi, que ce soit Jonathan Groff, donc, et celui qui joue son mec, les deux sont vraiment très bons, on a la jeune Wen, pareil, et Shyamalan, en fait, tu pourrais te dire, ouais, un huis clos comme ça entre quatre personnes devant et deux personnes comme ça, enfin voilà, qui sont face à face et en train de se prendre dans le blanc des yeux, en train de se dire, bon, maintenant il faut que l'un fasse un sacrifice. Tu pourrais te dire, mais comment il va te faire tenir 1h30, 40 de film là-dessus? Et ben, il y arrive très bien. Parce que Shyamalan sait bien gérer son rythme, parce qu'il trouve toujours quelque chose sur lequel rebondir sans que le scénario soit redondant. Et ben moi je trouve ça vachement bien. Vraiment, je trouve qu'il a super bien géré, que c'est un thriller efficace, bien mené, bien joué, quoi. Alors certes, c'est peut-être bien moins bien que ce qu'il a fait avec Incassable, James Sens, enfin avec les films qui ont fait sa renommée aujourd'hui. Oui, c'est bien moins, on est sur quelque chose, on est sur un level un peu plus faible, c'est vrai. Mais je trouve que, voilà, Shyamalan, il prouve avec Knock Off at Cabin qu'il avait encore des choses à dire, qu'il avait encore des choses à tester, voilà, que ce soit dans la technique, dans la colorimétrie, parce qu'on a vraiment une photographie différente d'un Incassable, voilà, où c'était vraiment tout ténébreux. Là, il y a quand même de la verdure, il y a quand même des rayons de soleil, on est quand même dans une cabane avec des couleurs différentes, même dans les costumes et tout ça. Voilà, il essaye de renouveler un peu son cinéma, et je trouve qu'il le fait vraiment super bien, quoi. On est dans du Shyamalan, mais avec une intrigue différente, et voilà, on voit quand même son cinéma dans quelques plans. Voilà, on le voit même dans la direction des acteurs, voilà, dans la panique, dans la sensibilité des personnages qu'il met. On a aussi un rapport à la violence. La violence qu'on n'avait pas forcément dans ses précédents films, là il en a un petit peu. Mais il a dit style, voilà, c'est de la violence en mode tranquille, quoi. On sent il met du sang. Et on n'avait pas forcément ça dans sa filmographie avant, mais quoique un peu d'ancien, vite fait, mais c'était vraiment très très petit. Là, on voit vraiment des gens se faire décapiter ou éventrer, mais évidemment c'est hors champ, enfin voilà, il le fait discrètement. Il y a des choses qu'il aborde en mode tranquille. Voilà, on sent qu'il a envie d'explorer des choses qu'il a jamais faites encore dans son cinéma. Et il le fait vraiment très bien. Donc ouais, moi je vous conseille vraiment, voilà, si vous aimez bien le cinéma de Shyamalan, vous devriez aimer celui-là en tout cas, vraiment. Il y a du suspense tout du long. Et la fin, vraiment, je ne vous en dirai rien, mais elle est vraiment super bien foutue. Donc ouais, ce nouveau Shyamalan est vraiment une réussite. Vraiment, allez le voir. Voilà, je sais qu'après l'échec de Old, il y a des expressions qui peuvent être Glace pour ça, parce que bon, Glace, j'avais pas trouvé ça terrible. Enfin, c'est du Shyamalan pur jus, mais c'est au niveau du scénario et de la fin que je trouve que c'est pas terrible. Je peux comprendre qu'après ces deux derniers films, vous soyez un petit peu réceptif à ce nouveau film, mais ne le soyez pas parce que c'est vraiment bon, quoi. Le casting est solide, l'intrigue est très bonne, le rapport à l'apocalypse, à la fin du monde et même à la mythologie grecque est excellent, vraiment. Ce qu'il nous dit, comment il nous formule ça à la fin, c'est tu te dis waouh, il a réussi à nous sortir ça. Et t'y crois, c'est crédible ce qu'il nous dit là-dedans. Donc vraiment, c'est adapté d'un roman. Alors je n'ai pas le roman, donc évidemment je ne peux pas faire de comparaison. Mais vraiment, c'est super bien fait, quoi. C'est bien réalisé, voilà. Il fait pas du surplace à Shyamalan, il ne tourne pas en rond pendant 1h30, 40, non. Il a des choses à nous dire et il sait comment faire d'autres angles de vue pour éviter que son film soit trop répétitif ou voilà, même l'introduction, t'as peur qu'elle soit trop longue et finalement il arrête juste au bon moment, voilà. Il installe une ambiance, une atmosphère un peu tangible, un peu tendue et il en fait quelque chose de vraiment super. Donc vraiment, allez le voir, c'est vraiment très très bien.
Voilà, bah écoutez, je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bon, d'habitude, je le dis jamais, mais bon, soit. Bah écoutez, on se retrouve très prochainement, donc après ces deux critiques, donc pour le Top Film 2022. Promis, ce sera la prochaine vidéo. Enfin, je vous promets rien, mais vraiment, je fais tout pour parce qu'il est prêt depuis un petit moment maintenant et je vais bientôt vous filmer ça. Donc, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine et puis à toutes dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.